Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de TDC, trouble développemental de la coordination, qui est un trouble qui touche 5 à 6 % des enfants d'âge scolaire au Canada. Et c'est un trouble qui n'est pas bien connu, qui n'est pas bien dépisté et par conséquent qui est sous-diagnostiqué. Alors, c'est pour ça qu'on en parle et avec mon invitée aujourd'hui, Julie Lavergne, qui est ergothérapeute québécoise, qui a 17 ans d'expérience avec cette clientèle et qui travaille actuellement dans un programme de première ligne en déficience motrice avec les 0-21 ans. Alors, sans plus tarder, débutons ce sujet important. Bonjour Julie! Bonjour Josiane! Donc, tu fais beaucoup de dépistage et comme on disait, c'est quelque chose qui est en besoin, qui est important. Mais moi, ça me fait penser, la dyspraxie motrice, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu. C'est-tu quelque chose de différent? C'est la même chose? En fait, oui, c'est la même chose. C'est une terminologie qu'on utilisait auparavant, mais qui est encore couramment, moi, je trouve, utilisée dans les écoles pour la compréhension de ce que c'est un trouble développemental de la coordination, que ce soit un TAC, un trouble d'acquisition de la coordination, une dyspraxie motrice. Pour moi, c'est tout, mais pas juste pour moi, pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. C'est juste que la terminologie, elle a changé au fil des années. Donc, les gens n'ont pas nécessairement suivi le changement la dernière terminologie s'est fait autour de 2015. On voulait inclure le mot développement ou développemental à ce terme-là. OK. Oui. Donc, pour inclure, dans le fond, que ça se développe avec l'enfant plutôt que quelque chose qu'on attrape. Oui, comme le trouble d'acquisition de la coordination, ben en fait, le développement de l'enfant, il y a toujours eu ces difficultés-là, même initialement. Donc, c'est ça. C'est pour ça que la terminologie, c'est que la traduction de l'anglais, c'est mal faite probablement au départ. Voilà. Donc, si on tombe sur de la littérature, des livres, il y en a beaucoup, où le titre est la dyspraxie ou le trouble d'acquisition de la coordination. Finalement, c'est la même chose et ça peut demeurer pertinent à ce trouble-là qui est encore très présent dans la société. Oui, pour l'évaluation, pour les interventions, puis pour la compréhension de monsieur et madame tout le monde aussi. OK, tout à fait. Mais parlons-en, c'est quoi le TDC? Le TDC, c'est le trouble développemental de la coordination. Donc, ça va être des difficultés de coordination assez importantes pour entraver les occupations, les activités significatives de la personne, dont l'enfant, l'adolescent et l'adulte. C'est quoi la différence avec juste être maladroit ou un retard moteur, donc un enfant qui se développe plus lentement? Par exemple, être maladroit, ça pourrait être quelqu'un qui peut avoir des difficultés d'attention peut être maladroit. Un enfant qui a un trouble développemental de la coordination peut être maladroit. Ça peut se retrouver dans différentes circonstances. Et au cours de son développement, l'enfant peut avoir un retard de certaines habiletés ou de certaines activités significatives, mais le rattraper au cours de son développement. Des fois, ça peut être dû par rapport à ce que l'enfant il se développe plus lentement, mais ça pourrait être aussi dû à un manque de stimulation ou d'encadrement Donc, ça se rattrape avec le temps. Mais un trouble développemental de la coordination, c'est quelque chose qui est persistant auprès de la personne. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire persistant? C'est que ça va concrètement. Oui, c'est que ça va être là dès la naissance et ça va persister tout au long de sa vie. Donc, ça va être présent à différents degrés tout au long de la vie de la personne. Donc, c'est ça. Fait que des fois, ça va être plus léger, modéré, important. Ça dépend de l'activité en soi. Puis ça dépend, parce que l'enfant, même s'il y a un trouble développemental de la coordination, je vais parler des enfants puisque c'est mon expérience principale. C'est que c'est à différents degrés dans différentes situations. Donc, des fois, ça devient un peu difficile, tout ça, de démêler tout ça. Mais l'enfant ne fait pas par exprès, dans le fond, pour ça, c'est avoir important. des difficultés. OK. Donc, c'est pas un choix, c'est pas une paresse ou c'est pas que l'enfant fait pas assez d'efforts pour apprendre ou pour performer dans une activité motrice. Non, au contraire, c'est que l'enfant fait
d'innombrables efforts pour arriver au même résultat qu'un autre enfant. Parce qu'il y a des difficultés dans le comment faire. Donc, ça demande beaucoup d'énergie à cet enfant-là d'arriver à être autonome. C'est souvent des enfants qui vont être en fin de journée fatigués. Okay. Il y a beaucoup de fatigue qui peut être présent là, auprès de ces enfants-là. Puis ça, c'est à faire attention. Dans le sens que on leur demande d'avoir le même niveau de performance. J'aime pas toujours ce mot-là dans notre jargon, mais il faut faire attention au prix de l'effort fourni pour arriver à un même résultat ou à un résultat souvent qui est en deçà de la moyenne des autres enfants. Et comme on est ergothérapeute, ça me fait penser au mot engagement. Donc, il ne faut pas s'attendre au même niveau de rendement, de performance, mais non plus d'engagement. C'est fort probable que l'enfant, ça y tente moins de faire certaines activités. Ça se peut-tu? Oui, effectivement. Moi, actuellement, mon expérience est dans le 0-21 ans, mais actuellement, dans la dernière année, c'est le 8-21. Puis moi, je vois beaucoup de désengagement, malheureusement, là, chez certains enfants parce qu'ils ont vécu beaucoup d'expériences, puis pas toujours des expériences qui sont positives par rapport à certaines activités. Donc, il y a beaucoup des fois de découragement, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir tout l'aspect affectif là, qui soit affecté à ce moment-là. Mais ça vient souligner pour moi l'importance de dépister et du diagnostic pour que l'entourage de l'enfant le comprenne, le soutienne, l'encourage, mais aussi pour que l'enfant lui-même se comprenne, pour pas qu'il ait l'impression que tout le monde réussit, mais pas lui. Exactement. Ouais. Puis je pense que dans le rôle d'ergothérapeute, c'est un de nos principaux rôles de soutenir, de faire comprendre qu'est-ce que c'est, de comment aider vos enfants. Donc, tu sais, moi, je suis là temporairement dans la vie de l'enfant. Donc, à ce moment-là, moi, mon rôle, c'est d'outiller l'enfant, mais aussi beaucoup la famille qui va être présente tout au cours de son développement puis qui va pouvoir l'aider à cheminer jusqu'à l'âge adulte. Donc, ce rôle-là, moi, je pense que c'est un des plus importants en tant qu'ergothérapeute. Bien, je seconde. Puis le milieu scolaire aussi. Moi, ça me fait penser, parce que moi, je suis une personne maladroite, je suis une personne qui n'a pas performé dans les activités motrices jusqu'à après ma vingtaine. Et ce que je me souviens, et c'est des expériences qui sont très émotionnelles pour moi, le cours d'éducation physique, d'avoir besoin de plus de temps pour se changer, d'avoir besoin de plus de temps pour comprendre les activités, les sports de groupe, les équipes, être choisi en dernier, c'est dur sur l'estime de soi, ça. Effectivement, c'est très, très dur. Donc, notre rôle aussi, c'est de sensibiliser les différents milieux de l'enfant. On a la famille, mais on a aussi à sensibiliser le milieu scolaire de ces petites choses-là, mais qui deviennent grandes quand on rencontre plusieurs situations d'handicap, d'être plus à l'affût, de favoriser la participation, de donner des délais plus longs pour que l'enfant puisse se changer, d'aller chercher un peu des facilitateurs, que ce soit des espadrilles plus faciles à enfiler, des vêtements plus faciles à enfiler, de l'aide des fois supplémentaire aussi auprès de ces élèves-là. Dans le fond, ça fait partie de notre rôle d'ergothérapeute. Est-ce que les enfants, j'imagine que les adultes peut-être aussi, mais est-ce que les enfants sont plus sujets à vivre de l'intimidation par les amis qui ne comprennent pas pourquoi le jeune a plus de difficultés? Effectivement, il peut y avoir plus d'intimidation. Il y a aussi que souvent les jeunes qui ont un trouble développemental de la coordination, mais ce n'est pas toujours. Au niveau des habiletés sociales, ça peut être aussi des éléments qu'on rencontre dans le portrait de ces enfants-là, d'avoir à outiller un peu le développement des habiletés sociales. Il n'y a pas juste les habiletés de motricité et de coordination. Et oui, effectivement, c'est des jeunes où les milieux scolaires, des fois, doivent faire de la sensibilisation auprès des autres élèves. Mais comme
ils sont quand même plus outillés qu'ils étaient auparavant, les milieux scolaires. Et je pense qu'il y a quand même une meilleure acceptation, puis il y a beaucoup plus d'adaptations qui sont mises en place là, dans les milieux scolaires, des fois spontanément. Moi, j'arrive plus tard dans la vie des enfants là, maintenant, puis c'est pas rare que je vois qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place là, pour favoriser leur réussite scolaire, mais aussi leurs habiletés sociales, c'est ça, avec leur père à l'école. Mais est-ce que ça serait vrai que de dire que bien que c'est un trouble de la coordination, donc on parle vraiment de motricité, mais qu'il y a aussi une composante cognitive, donc la capacité de planifier, s'organiser, suivre des étapes, donc la vitesse de traitement de l'information, tout ça est comme affecté un peu. Exactement. Dans le fond, ce qu'on voit, nous, l'être humain, c'est l'exécution. Hein? Dans le fond, on voit la dernière étape, l'exécution, qui est les difficultés de coordination. Mais tout se passe à l'intérieur du cerveau. Dans le fond, est-ce que la partie idéation, est-ce qu'elle est là? Est-ce que l'enfant a une idée? Souvent, il comprend bien ce qu'on lui demande, mais est-ce qu'il a l'idée? Est-ce que dans l'organisation et la planification des mouvements, c'est là la majeure, la grande difficulté des enfants qui ont un trouble de coordination, c'est dans le comment faire. Fait que c'est vraiment au niveau du cerveau que ça se passe sur le plan neurodéveloppemental. Est-ce que ça peut affecter la motricité des yeux et de la bouche aussi? Oui, effectivement, ça peut affecter beaucoup de choses, effectivement. Puis la motricité des yeux, des fois, elle peut être pour l'ergothérapeute quand même plus difficile à évaluer, mais des fois, on peut le voir un peu quand un enfant, exemple, moi j'évalue, je vais donner des exemples, là, mais j'évalue, mettons, la calligraphie, mais il y a une partie qu'on a à copier des choses au niveau de la calligraphie, bien, c'est là, tu sais, se repérer dans le texte. Ça va être des choses qui sont plus difficiles dans la copie. D'abord, avoir des saccades au niveau visuel, c'est à peu près là qu'on peut le voir plus. On peut le voir dans d'autres activités comme juste attraper une balle. Il faut quand même avoir un bon ajustement visuel, de coordination visuelle à ce moment-là. Là. Pas juste au niveau de la main ou de l'œil humain, juste au niveau des yeux là, pour voir la profondeur, pour voir la balle arriver, etc. Tout à fait, c'est beaucoup de coordination. Pour quelqu'un qui nous écoute qui ne serait pas familier, c'est quoi une saccade? Une saccade, je vais l'expliquer du mieux possible, c'est quand nos yeux, puis peut-être qu'il y en a qui pourront me corriger ou bonifier ce que je dis, c'est quand nos yeux ont à se déplacer, on a à s'ajuster, dans le fond, sur le plan visuel. Dans le fond, c'est vraiment la coordination des muscles autour de l'œil qui ont à s'ajuster rapidement ou c'est ça, pour suivre, pour la lecture, entre autres, on a besoin de beaucoup de coordination visuelle. Puis entre autres, dans tous les sports de balle, ballon, là, je donne des exemples comme ça, mais dans d'autres choses de la vie quotidienne, on peut avoir aussi besoin de coordination visuelle. OK, donc c'est comme si les yeux doivent faire un saut qui peut être aussi petit qu'entre deux mots. Ou deux lettres dans un mot qu'on est en train de lire. Ou il y aurait les poursuites aussi, qui sont des mouvements graduels rapides, donc lorsqu'on suit une cible des yeux. Exactement. Donc, la planification de ces mouvements-là peut être affectée aussi avec tous les impacts que ça peut mener. Puis au niveau oral-moteur, est-ce que ça peut ressortir aussi? Ça peut ressortir. Je le vois moins un peu dans ma pratique, je vous dirais. Mais est-ce que c'est fort probable que beaucoup d'orthophonistes reçoivent les enfants qui ont plus de difficultés au niveau oral-moteur? Effectivement. Parce qu'il existe aussi une dyspraxie verbale. Donc, c'est pas un trouble de la développemental de la coordination verbale. Eux ont gardé le terme dyspraxie verbale. C'est mélangeant! OK, donc, une orthophoniste, dans le fond... C'est peut-être pour ça que je dis que j'en vois pas, c'est parce qu'ils sont vus par mes pères orthophonistes. Tout à fait. Ou est-ce que ça se peut que ça soit au niveau de l'alimentation, puis que, étant dans le réseau public, c'est peut-être un autre département qui va recevoir les jeunes qui ont de la difficulté à coordonner les mouvements de leur bouche, de leurs lèvres, de leur langue pour l'alimentation. Et de la parole aussi. Et de la parole. Oui. Effectivement. Oui. Moi, j'ai lu un article récemment où on parlait de manifestations chez le bébé tout petit, au niveau de la succion
que souvent des enfants qui ont de la difficulté à organiser la succion étant tout petits, hein, parce qu'il faut coordonner, avaler, respirer et suctionner, dans le fond, que ça pourrait être une des premières manifestations qui peut être observable chez un tout petit. Ça pourrait effectivement, oui. OK, donc ça affecte tous les aspects moteurs ou potentiellement tous les aspects moteurs de la personne. À différents niveaux, effectivement. Oui. Puis, ce que j'ai le goût de ramener, que tu as mentionné brièvement tout à l'heure, c'est que oui, c'est un trouble persistant, mais que ce qui est toujours présent, mais à différents degrés au cours de la vie. Est-ce que c'est un trouble ou des manifestations qui fluctuent beaucoup d'une journée à l'autre? Est-ce qu'un enfant pourrait être très, très adroit, donc le contraire de maladroit aujourd'hui, et plus affecté demain, ou c'est quelque chose qui est plutôt stable dans la vie de tous les jours au niveau des manifestations? Bien, je crois que ça peut quand même fluctuer d'une journée à l'autre. Si on parlait, mettons qu'un enfant pouvait être fatigué, moi je pense qu'un enfant est fatigué, ses difficultés de coordination vont peut-être se manifester de façon plus importante. Et comme on parle que c'est souvent des enfants qui ont une certaine fatigue, puis même des fois qui sont très fatigués, je crois que leur performance ou leur niveau d'autonomie peut fluctuer d'une journée à l'autre. Puis il y a tout l'aspect que je parlais un petit peu affectif aussi, qui peut jouer un rôle dans la participation aux occupations qui peut fluctuer d'une journée à l'autre. Moi, c'est ça, je vous parle des fois des enfants un petit peu plus vieux, des fois dans mes images, mais si je regarde autour de 5, 6 ans, 7 ans, c'est aussi ça, je crois, dans le fond. Puis il ne faut pas oublier qu'à ces âges-là, il y a beaucoup d'activités qui nécessitent des habiletés motrices. Donc, parce que ça prend plus de concentration, si je suis plus fatiguée, c'est plus difficile de performer, et parce que, d'une manière générale, ça me demande beaucoup et que je n'ai pas la rétroaction de succès, même si je mets beaucoup d'efforts, ça se peut que j'aie moins le goût de faire de l'effort, parce que même si je me force, par exemple, dans l'écriture, ça se peut qu'on me dise c'est pas encore assez lisible ou assez rapide et que là, je m'engage moins dans l'activité. Exactement, oui. Hein, de la préservation de mes ressources. Oui, principe de conservation d'énergie. Hein? Oui, phénomène naturel à tout âge. Effectivement. J'aurais le goût qu'on parle de diagnostic. Oui. Les critères diagnostiques, est-ce que tu peux nous les donner? Qu'est-ce que ça prend pour recevoir, pour qu'un enfant soit confirmé ayant un diagnostic de trouble développemental de la coordination? Oui. Dans le fond, nous autres, les ergothérapeutes, on va appuyer ou non une hypothèse de trouble de coordination. Dans le sens qu'on n'a pas le droit de donner un diagnostic. Mais on était un acteur important dans ce processus-là. Qui fait le diagnostic? C'est le médecin. C'est le médecin. Est-ce que le psychologue? Pédiatre. Psychologue, neuropsychologue? J'ai déjà vu des neuropsychologues. Mais il faut quand même aller objectiver dans cette évaluation des habiletés motrices précises. Puis l'ergothérapeute, je pense, c'est le mieux placé pour pouvoir aller objectiver à l'aide d'évaluations précises ces habiletés motrices-là parce qu'elle peut bien les comparer aux normes attendues à cet âge-là. Alors, ça pourrait être un professionnel quelconque qui soulève l'hypothèse, un psychologue, un orthopédagogue, même une éducatrice ou un enseignant qui soulève l'hypothèse. Physiothérapeute aussi. Physiothérapeute, tout à fait. Et au bout du compte, c'est un médecin, peut-être un neuropsychologue qui va mettre le diagnostic, mais entre les deux, l'implication de l'ergothérapeute, du physiothérapeute, de l'orthophoniste, fort probablement aussi, sont nécessaires pour objectiver la qualité effectivement. De la motricité. Bien, effectivement, la qualité de la motricité, mais aussi, il faut avoir une atteinte importante dans les occupations. Donc, c'est l'ergothérapeute, je dis c'est l'ergothérapeute, ça arrive très fréquemment. Donc, c'est l'ergothérapeute qui va faire le lien entre les habiletés motrices qui sont
sous les normes ou sous les attentes d'un enfant de cet âge-là, qui va faire le lien avec les occupations. Et l'ergothérapeute va être, entre autres, capable aussi d'aller voir l'histoire de développement. C'est très important d'aller voir, le médecin aussi, là, de façon plus médicale aussi, mais d'aller voir comment l'enfant s'est développé, parce que c'est très rare qu'on arrive à 2 ans et dire « je pense qu'il y a, il y a un trouble de coordination ». L'enfant est encore dans l'exploration, dans le développement de ses habiletés motrices de façon générale. Donc, ça se fait un peu plus tard qu'on voit qu'il y a un petit décalage dans cette sphère-là et qu'il y a quand même au niveau de l'autonomie une atteinte qui est visible. Le médecin, lui, va aller aussi éliminer toute autre cause possible. Donc, lui, cette partie-là, c'est important qu'il le fasse. S'il n'y a pas quelque chose de neurologique plus franc ou plus... une autre maladie, dans le fond, qui est là, dans le fond. OK. Donc, ça doit être présent dès la naissance. Donc, si on retourne dans l'historique, on devrait pouvoir identifier certaines difficultés qui étaient là vraiment déjà avant 12 mois. Effectivement. Et il faut que le médecin ait exclu qu'il n'y aurait pas, par exemple, une paralysie cérébrale non identifiée encore ou autre cause, peut-être une déficience intellectuelle qui pourrait expliquer pourquoi l'enfant prend des retards dans sa motricité. Et il faut qu'il y ait un impact. Il faut qu'au quotidien, il se passe quelque chose pour cet enfant-là. Il y a des situations de handicap, finalement. Effectivement. Puis, moi, je vous dirais, parce que tu dis, dans 0-12 mois, on va voir des manifestations, mais dans le concret, mettons, de la vie d'une ergo, moi, je retourne dans l'histoire de développement, puis je vois, tu sais, les parents ne sont pas nécessairement capables de nous rappeler dans 0-12 mois qu'il y a vraiment souvent quelque chose. Souvent, moi, je trouve que les premières manifestations, puis là, c'est plus mon expérience clinique que la littérature, là, c'est beaucoup l'intégration à la maternelle, à l'école, où il y a beaucoup d'expériences motrices nécessaires dans le quotidien de l'enfant et des expériences de coordination motrice qui se complexifient avec l'âge. C'est souvent là que ça va transparaître et qu'il y a un décalage qui se fait. Donc, rendu là, on a besoin d'une bonne motricité fine, tenir un crayon, coordonner nos 2 mains, utiliser des ciseaux, et parce que ces activités-là sont plus complexes et, je vais dire, exigées, ça fait partie de ce qu'on fait. À ce moment-là, l'enfant est plus confronté parce que, étant plus jeune, si c'était difficile, peut-être que ses intérêts ont gravité vers des activités dans lesquelles il était plus à l'aise, donc ça apparaît moins. Mais de là, je trouve ça important d'en parler parce que ça me paraît dommage que ça soit seulement lorsque l'enfant arrive à la maternelle qu'on reconnaisse, parce que on aurait peut-être pu accompagner son développement, aider son entourage à le comprendre si on avait reconnu des indices plus tôt. Effectivement. Il y a un autre critère, je pense, qui touche le fait qu'il faut qu'on s'assure, au-delà qu'il n'y ait pas d'autres conditions qui expliquent, qu'il n'y ait pas non plus eu un manque de stimulation qui explique. Est-ce que il faut absolument que l'enfant ait eu assez d'opportunités de développer ou d'exercer certaines habiletés pour qu'on puisse conclure au fait qu'il ne progresse pas même avec de l'aide? Effectivement. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que si l'enfant, parce que l'hypothèse peut se faire émettre plus jeune, entre 3 et 5 ans, c'est sûr qu'à cet âge-là, l'enfant est encore tout petit, puis il est pas mal dans le développement, l'expérimentation, on y va avec ses intérêts, on va toujours y aller avec ses intérêts, mais encore plus dans le non structuré. Je pense à cet âge, mettons à cet âge-là, c'est plus dans le quotidien, dans le fond. Puis à cet âge-là, entre 3 et 5 ans, c'est sûr que quand on fait une évaluation, il faut que ça soit une atteinte motrice plus importante, je dirais. Puis il faut faire quand même 2 évaluations dans un temps déterminé. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire 2 évaluations dans un Ben, temps déterminé? c'est que dans le fond, c'est que la première fois qu'on voit que l'enfant, ben, entre un retard de développement, mettons un retard des habiletés motrices ou une hypothèse de trouble de développement, c'est qu'on évalue l'enfant. Puis là, on voit que, oups, il y a un petit quelque chose en ergo ou dans une autre discipline. Mais cet enfant-là, il faut qu'il reçoive, dans le fond, de la stimulation, des opportunités. On voit s'il est capable de développer ses habiletés motrices à ce moment-là, ses habiletés de coordination. Donc, on peut lui offrir une intensité de service, sensibiliser la famille, avoir c'est ça, les milieux de garde, souvent à cet âge-là, plus que l'école, ici au Québec. Donc, que ces enfants-là reçoivent, c'est ça, une stimulation, puis qu'on s'assure que dans son quotidien, et même si nous, on n'est pas là tous les jours, les ergothérapeutes, que l'enfant soit soutenu dans son développement. Puis qu'après ça, après un certain délai, qui est environ, mettons, 3 mois, on peut faire, mettons, une réévaluation d'ergo, puis on voit si ça peut cadrer ou pas dans nous autres, on fonctionne avec des percentiles, là, si on va de façon très précise, voir si ça peut cadrer ou pas. Sauf que ça reste très jeune. Hein? Souvent, sur le plan médical, à 3 ans, on n'a pas éliminé toute autre cause possible. Moi, j'ai rarement vu dans la pratique faire ça là, autour de 3 ans. T'sais, c'est souvent un peu plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'on n'offre pas des opportunités et que l'ergothérapie n'est pas optimale à cet âge-là. Moi, je pense que c'est là notre grand rôle d'ergothérapeute, sauf que pour émettre ou pas une hypothèse, moi, à cet âge-là, je suis toujours un peu frileuse, dans le fond, dans la pratique du quotidien. Là, mais ils ont quand même normé, c'est pas moi qui ai choisi, de voir si à cet âge-là, on pouvait ou pas émettre une hypothèse. Fait que oui, on peut sous certaines conditions précises. Alors, c'est comme si au moment de la première hypothèse, on interprétait plus ça comme un retard moteur. On donne de l'intervention et on essaie de rattraper. Et à ce moment-là, selon comment ça se passe, l'hypothèse peut être confirmée plus tard. Exactement. Oui. Puis il faut être en alliance avec le médecin parce que lui, de son côté, il a comme un bout de chemin à faire qui est plus au niveau médical, dans le fond, qui va aller comme un peu éliminer les autres causes possibles. Oui, puis peut-être qu'au moment où la première hypothèse est nommée, ça peut changer aussi la dynamique au niveau familial, au niveau de comment on aborde les défis de l'enfant et comment on lui permet de découvrir ou de participer à plus d'activités et tout ça avec un suivi en ergothérapie ou en physiothérapie ou en orthophonie selon le type de défi qui est plus important. On peut justement constater des changements qui vont invalider éventuellement effectivement le diagnostic. Effectivement, oui. C'est vraiment intéressant. J'aurais le goût de te demander si tu pouvais nommer des manifestations qui seraient plus courantes en petite enfance. Donc peut-être avant l'entrée à la maternelle, peut-être 0-3 ans, 3-5 ans, donc pour outiller peut-être les éducatrices ou les familles où les enfants se développent à la maison, de différents exemples concrets qui pourraient faire penser aux troubles développementaux de la coordination. Oui, par exemple, c'est sûr que peut-être l'enfant tout jeune, au niveau de la marche, ça pourrait. La marche à 4 pattes aussi. Mais ça peut vouloir dire aussi autre chose. Fait qu'il faut toujours faire attention aux manifestations, comment on les interprète, les manifestations. Donc, moi, c'est des petits drapeaux. Puis là, après ça, je vois, tu sais, s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Parce que c'est pas parce qu'un enfant n'a pas marché à 4 pattes qu'il va avoir nécessairement toujours un impact. Il faut voir après. Mais ça peut être un petit drapeau. C'est sûr qu'après ça, au niveau de... peut-être autour de l'âge de 3 ans, mettons, au niveau de l'habillage, ça se pourrait qu'on voit des éléments pour que l'enfant apprenne à s'habiller tout seul. Là, on voit c'est qu'il y a une activité qui nous paraît très simple là, en tant qu'adulte, mais qui se complexifie dans le fond pour les enfants. Ensuite de ça, je pourrais dire dans les premières... Au niveau, mettons, de la garderie, c'est sûr que là, ils commencent à avoir certaines routines. Ça peut être des enfants qui peuvent avoir des difficultés à suivre, à s'organiser pour
faire les routines, parce que c'est peut-être des fois un peu plus imposé qu'à la maison, parce que le temps est plus libre. Dans certaines garderies, tout ça, il y a une certaine routine de groupe qui s'installe. Ça peut être des enfants que ça peut être des manifestations comme ça. Ça pourrait être un enfant qu'on voit que quand on lui donne une consigne, il ne va pas nécessairement la faire. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça peut être dans le comment faire qu'il ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas bien, mais dans l'exécution, comme exemple, d'aller se laver les mains. Est-ce que ça pourrait être des éléments là, qui se voient chez l'enfant? Il pourrait être comme plus propice à regarder les autres avant de faire. Exactement. Okay. Et pas juste à l'enfance, à la petite enfance. Toute sa vie, ça va être une stratégie souvent. Même dans les cours d'éducation physique que tu nommais tout à l'heure, là, je vais un petit peu plus loin, mais ce que tu nommes comme stratégie, oui, de regarder les autres comment faire, c'est une bonne stratégie, puis c'est souvent peut-être une stratégie que l'enfant va développer lui-même. Alors, je trouve ça intéressant parce que de permettre à l'enfant de faire ça, c'est pas juste une manifestation qu'il faut surmonter, mais c'est de l'encourager à regarder les autres pour ensuite s'essayer et à ce moment-là, de ne pas le brusquer. Mm-hmm. Effectivement, effectivement. C'est sûr qu'après ça, les autres manifestations, c'est sûr mettons à la garderie, il pourrait y avoir toute l'expérimentation des différents outils qu'on va rencontrer en milieu scolaire, mais à cette phase-là du développement, souvent, sont encore beaucoup dans l'expérimentation. Puis c'est correct. C'est normal. Ils sont dans le plaisir. Puis ça va être important. C'est important la petite enfance, mais c'est important tout au long de la vie de l'enfant de garder le plaisir là, dans ce qu'on va lui proposer, là, dans ses intérêts, dans ce qui s'en vient. Mais je trouve ça le fun que tu parles. Je trouve ça le fun que tu parles de plaisir. Parce que si l'enfant a du plaisir, il est engagé, même s'il prend un petit peu plus de temps, même si ses apprentissages semblent plus lents, c'est quand même un bon indice qu'il est sur la bonne voie. Et qu'on peut patienter peut-être avant de soulever ça comme hypothèse, parce que chaque enfant se développe à son propre rythme, mais lorsqu'on voit un enfant qui commence à refuser ou à ne pas vouloir participer à ces activités-là avec outils, le drapeau il peut être un peu là, jaune, il peut devenir un peu plus orange au niveau de nos observations comme adultes. Exactement. Sans obliger l'enfant, dans le fond. Il faut un peu apprendre à le découvrir pour voir qu'est-ce qui l'intéresse pour faciliter son engagement éventuellement. Puis voir, est-ce que c'est juste un retard ou ça peut être autre chose. OK. Je trouve ça bien de penser à cet aspect-là. Il y a quelque chose que je dis souvent dans mon quotidien qui est lorsqu'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de fonction et que je pense que le drapeau jaune à surveiller le plus au niveau de la petite enfance, c'est l'engagement puis la motivation de l'enfant pour les activités parce que si elle n'est pas là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui surcharge l'enfant dans l'activité. Ça peut être autre chose, définitivement, qu'un retard moteur ou un TDC, mais ça vaut vraiment la peine de se poser, puis d'observer, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Effectivement. Et au niveau scolaire, peut-être les premières années de la scolarité, maternelle, première année, deuxième année. Oui, vraiment. Moi, je trouve que c'est beaucoup là que ça se manifeste. Là, dans le fond, ce qu'on est capable, dans l'histoire là, que je parlais tout à l'heure, d'aller documenter. Là. Les premières manifestations, bien là, il y en a sûrement au courant de la jeune enfance, mais souvent les premières manifestations vont se ressortir plus à l'intégration à l'école, à la maternelle, où il y a beaucoup d'habiletés motrices demandées à cet âge-là. On s'en rend pas compte en tant qu'adulte, mais les habiletés motrices à la maternelle sont quasiment dans toutes les activités là, proposées. Il y a aussi les apprentissages académiques, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est souvent là, lorsqu'ils vont proposer une activité de bricolage ou qu'il y a du découpage, de l'utilisation du crayon, que ce soit pour le coloriage, pour le tracé, pour l'apprentissage de l'écriture du prénom, que là, il y a des choses qui vont se manifester. Aussi, quand l'enfant, il va manger sa collation, quand il va faire, quand ils vont aller à l'extérieur, où il y a de nombreuses fois, il va s'habiller, se déshabiller dans la journée, où ce qu'il va apprendre à faire ses boucles,
Ça, c'est souvent un drapeau orange qu'on a nommé tout à l'heure. Faire ses boucles, c'est souvent quelque chose qui se manifeste chez les jeunes qui ont un trouble de coordination. Et même c'est quelque chose que moi, je vois même des fois à l'âge de 8, 9, 10 ans, là, que c'est encore difficile. Puis souvent, les parents ont compensé à ce moment-là. Mais c'est là les manifestations. Il y a aussi beaucoup l'apprentissage du vélo, qui est une activité que nous, on a intégrée en tant qu'adultes, mais que pour un enfant, ça demande énormément de planification motrice. Qui souvent, c'est une activité là, moi, que je vois un petit drapeau orange que je regarde là, dans l'histoire de développement. Je ne sais pas si j'en oublie. Pendant que tu cherches, moi, ça me fait penser vraiment que c'est du sport au Québec, l'habillage, déshabillage d'hiver. Il y en a des items, le cache-cou, les mitaines, la tuque, la salopette, les potes, puis de mettre ça dans le bon ordre, dans la bonne séquence. Ça demande beaucoup de planification, puis c'est vrai que ça doit ressortir, prendre plus de temps pour l'élève à ce niveau-là. Puis quand on fait ça, il y a plein de monde autour, c'est très chaotique, un corridor d'école, et ça peut tomber par terre, ça peut... Mais j'ai hâte qu'on parle d'intervention, peut-être, hein? Éventuellement. Mais tu lis dans mes pensées, dans l'habillage, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'habillage, puis à l'habillage à la maison vis-à-vis dans un milieu qui est plus, où ce que les gens sont plus nombreux, ça peut être plus difficile dans un petit espace aussi. Ça peut être plus difficile. Mais je te lance une cordiale invitation de revenir nous voir peut-être pour parler d'intervention parce que ça va me faire plaisir. On est bien partis, mais à ce point-ci, je pense que ça serait bien peut-être de se demander est-ce qu'il existe des outils pour le milieu scolaire, le milieu de garde, s'il y a lieu pour dépister le TDC? Certains milieux scolaires ont... il y a le questionnaire, le QTAC, là, que, voyez-vous, c'est le TAC et non le TDC. Il a été élaboré, je pense, avant 2015. Donc, qui peut être utilisé, dans le fond, dans les milieux scolaires. Puis je sais que certains milieux scolaires ont développé une grille comme complémentaire à ce questionnaire-là. Pour les milieux de garde, je me rappelle plus le QTAC, est-ce qu'il va jusque pour les... Il y a une version pour plus petits, là, à partir de 4 ans, je pense. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une hypothèse de TDC, même si le QTAC est complété, mais ça peut donner quand même une idée. Oui, parce que le QTAC, c'est des questions toutes simples. Donc, est-ce que l'enfant a de la difficulté à attraper un ballon? Est-ce qu'il a de la difficulté à sauter? Des choses comme ça. Effectivement. Donc, c'est plus pour dépister les défis moteurs en général. Mais effectivement, avant de devenir peut-être un TDC, ce qu'on peut observer sont simplement des défis avec différents aspects de la motricité. Exactement. Dans le fond, les outils, souvent, c'est peut-être plus dans les grilles de développement qu'on va aller voir. Est-ce que... pour se situer en tant que parent, mettons, on va aller voir, peut-être certaines grilles de développement. OK. Mais par exemple, moi, j'ai créé une grille qui survole le développement moteur, motricité globale, motricité fine, 0-8 ans environ, avec différents exemples de choses que l'enfant peut explorer entre tel âge et tel âge. Alors ça peut être un outil intéressant pour juste s'orienter par rapport au développement de notre enfant et si on a des préoccupations pour observer un petit peu plus. Effectivement. Votre médecin de famille aussi peut être, un bon outil, mais un bon allié dans le développement de votre enfant. Puis, vous pouvez lui poser vos questions. Aussi, on peut aller voir un ergothérapeute. On n'a pas nécessairement besoin d'une référence pour aller voir une ergothérapeute. Ça, c'est au Québec, par contre. Si vous êtes en Europe, je pense que c'est un petit peu différent. Effectivement. Okay. Puis, nous, au Québec aussi, on a comme le programme aussi Agirto. Fait que dans les CIS ou les CIUS, là, je suis pas très bonne dans les acronymes, mais on peut faire des demandes en tant que parent là, quand on voit que dans on a certaines préoccupations là, dans le développement de notre enfant, là, le système de santé québécois peut nous aider, nous guider là, dans des interventions et dans le développement là, de nos enfants.
Donc, si on est préoccupé, c'est préférable de consulter, peut-être pour être rassuré ou accompagné, parce que l'attente peut être longue parfois. Oui. Effectivement, oui. OK. Et si un jour, on se retrouve devant un ergothérapeute et qu'on est là pour valider une hypothèse de TDC, comment ça se passe? À quoi s'attendre de l'évaluation en ergothérapie pour notre enfant? Dans le fond, l'ergothérapeute va évaluer les occupations en premier. Donc, concrètement, moi, je vais faire souvent une entrevue occupationnelle avec le parent. Okay. Parfois l'enfant aussi. Dans le fond, l'enfant, quand il a un certain âge, je vais quand même lui poser des questions simples ou je vais utiliser des évaluations qui sont simples. Ensuite de ça, je vais faire aussi des mises en situation pour vraiment objectiver, dans le fond, ce que le parent me rapporte ou ce que l'enfant me rapporte. Il va, bien entendu, puis ça, c'est bien essentiel, il va avoir une évaluation motrice, de la coordination motrice. Fait qu'on a des outils d'évaluation précis là, qu'on utilise là, dans ces cas-là. Je vais peut-être aussi des fois compléter aussi au niveau de la calligraphie, qui est souvent une manifestation là, des difficultés de coordination. Puis, je vais faire le lien entre tout ça, dans le fond. C'est comme ça que va se dérouler là, une évaluation. Et je vais documenter, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, là, je vais quand même documenter l'histoire de l'enfant. L'histoire développementale. Et comme on disait, peut-être que ta conclusion principale va être d'offrir une période de stimulation-intervention à l'enfant avant de conclure ou de valider cette hypothèse-là. Oui, effectivement. C'est sûr que si l'enfant est plus vieux, là, il y a souvent pas la première, je vais dire actrice, là, mais je suis intervenante auprès de l'enfant. Il y a souvent eu des gens, tu sais, mettons, rendus au primaire, il va sûrement y avoir eu d'autres personnes qui vont avoir intervenu. Des fois, c'est l'orthopédagogue, des fois, c'est la psychologue scolaire. À ce moment-là, des fois, je peux maintenir une hypothèse quand l'enfant est quand même... Bien, je peux toujours le faire, sauf que je peux maintenir l'hypothèse plus vieux, mais je vais quand même offrir de la stimulation. Puis il y a quand même des enfants qu'on va se questionner parce que c'est pas toujours des portraits très clairs. On s'entend, le trouble de coordination, c'est souvent considéré comme un handicap invisible. Donc, on le voit, mais ça crée plusieurs situations de handicap qui sont moins, des fois flagrantes, qu'une autre personne qui a une paralysie cérébrale, ce qu'on voit très bien visuellement, qui a des incapacités motrices. C'est plus discret, dans le fond, un trouble de coordination. Et il ne faut pas oublier que souvent, avec un trouble de coordination, il peut y avoir d'autres conditions associées. Et là, c'est là le défi de l'évaluation en ergothérapie, c'est que des fois, il peut y avoir des difficultés ou un trouble d'attention, il peut y avoir des difficultés ou des troubles d'apprentissage, il peut y avoir aussi des jeunes qui peuvent avoir un trouble dans le spectre de l'autisme. Donc, ça fait des portraits très variés et il faut prendre le temps de bien évaluer et de bien connaître l'enfant, ce qui a donné son plein potentiel aussi quand il est venu nous voir la première fois. Donc, c'est ça notre rôle d'ergothérapeute, c'est que c'est pas toujours simple d'évaluer. Là. On en parle tout à l'heure comme si c'était si simple, mais il y a des enfants avec lesquels que c'est plus pur qu'on peut dire qu'on va vraiment voir que l'hypothèse, on la soutient dès les premières rencontres. Mais il y en a d'autres qu'on va se dire, il faut se donner du temps pour apprendre à connaître cet enfant-là, puis voir qu'est-ce qui ressort le plus au fil des rencontres. Et surtout quand on le fait en bas âge. Moi, en bas âge, il faut vraiment faire plus attention, je pense, à nos évaluations en ergothérapie. Voilà. Wow! Tellement intéressant. Julie, gros merci d'être venue partager toute cette information-là avec nous aujourd'hui. Et je te réinvite, c'est garanti, pour parler d'intervention, aspects pratico-pratiques pour accompagner l'enfant dans son quotidien. Et ça me fait plaisir, Josiane. À bientôt, bye! À bientôt! Merci d'avoir écouté et si tu ne l'as pas encore, n'oublie pas d'aller chercher ton guide du développement moteur global et fin entre 0 et 8 ans. C'est gratuit. C'est sur mon site josianecaron.com/guide. Alors, on se laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergothérapie, de motricité dans un prochain épisode du podcast Bouger pour grandir. Bye!